Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et aujourd'hui, nouvel instant rolling sur un archétype qui n'est, bon, pas spécialement sur le devant de la scène en ce moment, il est vrai, mais qui a reçu cet été du support dans l'ascension du dueliste. Je veux parler de Peluchimal, et donc par extension de Lutin Tranchant et Froureur. Bon, c'est aussi parce que j'ai promis cette vidéo à une amie, mais ça signe là ma volonté d'aborder des archétypes plus divers dans les instants rolling, et pas uniquement des staples ou des archétypes compétitifs. Je n'ai pas traité que de ça, c'est vrai, mais en dehors des decks de structure, j'ai finalement assez peu parlé d'archétypes rogue, et je me suis dit que ça serait un bon moyen de diversifier un peu le contenu, tout en faisant peut-être découvrir quelques archétypes à de nouveaux joueurs. Bon, après ça veut pas dire que je vais arrêter de parler du reste, hein, ça restera quand même une certaine priorité par rapport à l'actu, mais j'ai envie de pouvoir parler de situations un petit peu plus originales. Bref, passons au ruling. L'archétype comportant presque une cinquantaine de cartes, je vais principalement m'attarder sur celles qui sont le plus utilisées, et quelques autres cas qui sont vraiment assez intéressants pour les mentionner, un peu finalement comme je l'avais fait avec Hero. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par un rappel d'une notion déjà abordée à plusieurs reprises sur la chaîne. En effet, sur certaines de ces cartes, on peut lire « Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de », et là vous avez donc le nom de la carte entre guillemets, par tour, et uniquement une fois le tour. Par exemple, on a le Hibou Peluchimal. C'est donc une forme de hard once per turn, mais plus restrictive, puisque non seulement chacun des deux effets du hibou sont limités à une fois par tour par nom, donc peu importe le nombre de copies de hibou que vous avez, mais en plus, vous ne pouvez utiliser qu'un seul des deux effets par tour. Donc il faudra faire un choix, si vous en avez déjà utilisé un ce tour, l'autre sera totalement inutilisable. Passons ensuite à quelques monstres un peu plus précis, et tout d'abord le Tomahawk du Lutin Tranchant. Il a en effet une interaction très intéressante avec le Frouroloïde du Lutin Tranchant, toujours traité comme une carte Froureur. S'il copie son nom, il devient non seulement, bon, Frouroloïde du Lutin Tranchant, mais également une carte Froureur. C'est logique quand on y pense, parce que ce genre de condition sert en vérité à ajouter un plus au nom de base de la carte, sans avoir à le faire directement. La carte s'appelle Frouroloïde du Lutin Tranchant, mais si on mettait pas cette condition, on devrait l'appeler Frouroloïde du Lutin Tranchant Froureur. Bon, en français, c'est vrai qu'on pourrait juste modifier le premier mot, hein, pour fusionner les deux, mais faut voir que ça nous vient des fois, bon, du nom anglais, mais là en l'occurrence du nom japonais, puisque c'est Ejimp Diti Modoki, là où Froureur s'appelle Destoy. Ce à quoi le DT fait bien évidemment allusion, mais même en japonais, c'est pas comme ça qu'ils écrivent Destoy. Aussi, vite fait, si Tomahawk change de nom puis passe face verso, il perd alors immédiatement ce changement et redevient Tomahawk. Continuons avec le Pingouin Peluchimal, qui a une restriction assez rare. En fait, c'est une sorte de soft once per turn. Si vous en avez plusieurs copies, vous pourrez utiliser cet effet plusieurs fois par tour, mais si vous en avez une copie sur le terrain et que vous en activez l'effet et qu'elle reste face recto sur le terrain durant plusieurs tours, alors vous ne pourrez plus utiliser cet effet de copie. Elle est restée face recto, vous avez utilisé déjà son effet une fois, donc vous ne pourrez pas utiliser cet effet avec cette même copie au tour suivant. Il faudra la faire passer face verso, puis recto à nouveau, ou alors qu'elle quitte le terrain, puis qu'elle revienne. Et comme je l'ai dit, vous pouvez simplement aussi invoquer une deuxième copie. Mais j'ai également un autre ruling avec cette carte, plus insolite, par rapport au Sanctuaire Froureur et à 0 absolu. Le Sanctuaire dit que tous les monstres fusion que je contrôle sont traités comme des monstres Froureur, et si j'utilise le pingouin comme matériel pour une fusion Froureur, je peux alors utiliser son effet. Du coup, si j'invoque 0 absolu avec le pingouin alors que je contrôle le sanctuaire, que se passe-t-il? Eh bien je ne pourrais pas activer son effet, car selon le ruling officiel, quand on l'utilise comme matériel fusion, le monstre fusion n'est effectivement pas encore à ce stade un monstre Froureur. Il n'a pas encore changé de nom dans l'extra deck et n'aura ce bénéfice qu'une fois sur le terrain, donc après l'utilisation comme matériel. Passons désormais à un piège, la jarre Froureur, notamment par rapport à l'ours et au dauphin Peluchimal. En effet, la jarre est traitée comme le vendeur de jouets dans le cimetière et peut donc être posée par le dauphin, mais puisqu'elle n'est pas traitée ainsi dans le deck, l'ours ne peut pas la poser directement depuis le deck.
Et d'ailleurs, étant une carte piège, et contrairement au vendeur de jouets de base qui est juste une magie continue, on ne peut pas activer la jarre Froureur durant le tour où elle est posée, même si elle a été posée par un effet de carte. Attardons-nous désormais sur El Peluchimal et on va en décortiquer l'effet. La condition d'activation est de contrôler le vendeur de jouets. Face recto obligatoirement, sinon la carte n'a pas de nom public. On bannit la carte et on cible, et ça c'est à l'activation toujours. Et ensuite seulement, l'effet à la résolution, il est alors en 4 étapes, toutes reliées par un « et si vous le faites » ou « puis ». Ce qui fait que chaque étape ne peut être faite que si on a fait avec succès l'étape précédente, et pas inversement par contre. Vous allez voir, on bannit le monstre ciblé. Si c'est fait, on pioche. Ensuite, on a le choix d'envoyer ou non au cimetière un vendeur de jouets que l'on contrôle. Toujours face recto donc. Et si on réussit à faire ça, alors on pioche une autre carte. Si le vendeur est donc détruit entre-temps, on ne peut pas faire plus que les 2 premières étapes. Et de toute façon, on n'est pas obligé de faire les 2 suivantes, c'est-à-dire l'envoi du vendeur de jouets et la pioche additionnelle, même si on le peut, ça reste totalement optionnel au sein même de la résolution. Aussi, si Macrocosmos est sur le terrain, on peut aller jusqu'à envoyer le vendeur au cimetière, c'est un effet, on peut toujours tenter de le faire, mais vu qu'il sera banni au final à la place, eh bien on ne pourra pas mener à bien la 2e pioche, donc ça sert pas à grand chose. Et d'ailleurs, tant qu'on parle du vendeur de jouets, son effet vous permet d'invoquer spécialement n'importe quel monstre depuis votre main, pas uniquement le monstre Peluchimal que vous venez de piocher, ça n'a même pas besoin d'être un monstre d'un archétype précis d'ailleurs. Entrons désormais dans l'extra deck, avec tout d'abord le Dans l'âme Froureur, avec lequel il faut bien faire attention. Il a un effet déclencheur à sa propre invocation, mais celui-ci est rédigé de manière différente de celui de la baleine cruelle par exemple, et donc interagit différemment avec la faux. Étant un déclencheur optionnel en lorsque, contrairement à la baleine qui est en si, le Dans l'âme ne peut activer son effet que si son invocation est la dernière action à s'être produite. Alors avec une simple polymérisation, bon, aucun problème, mais si vous utilisez l'effet de la faux en Chainlink 2 ou plus, alors par définition, il restera encore au moins un Chainlink 1 à résoudre derrière, et ainsi, l'invocation fusion ne sera pas la dernière action de la résolution de cette chaîne. Ainsi, on ne pourra pas activer l'effet ensuite. La baleine n'a pas ce problème, mais si vous utilisez la faux pour le Dans l'âme, alors assurez-vous que vous activez la faux en Chainlink 1. Aussi, il ne peut pas invoquer spécialement un monstre qui n'a pas d'abord été invoqué par fusion avec succès. Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer un Kraken depuis l'extra deck avec l'effet de la baleine, puis réinvoquer ce Kraken avec le Dans l'âme. Enfin, il perdra sa protection bonus s'il est banni temporairement ou flip face verso puis recto à nouveau. Il perd entre guillemets l'information de ce avec quoi il a été invoqué par fusion. Ensuite, voyons le Mouton Froureur, invocable par fusion instantanée de par son niveau, et justement il y a un moyen de le conserver. En effet, vous pouvez l'invoquer ainsi, et ce sera traité comme une invocation fusion, puis l'utiliser comme matériel pour le Dans l'âme, puis le réinvoquer à nouveau avec ce monstre. Ainsi, en end phase, vous n'aurez pas à détruire le mouton, puisque vous ne contrôlez plus la copie invoquée par fusion instantanée, mais une autre copie, celle invoquée par le Dans l'âme. Même si effectivement c'est votre même bout de carte, mais pour le jeu ce sont des copies différentes. Ensuite, pour ce qui est de ses effets, on a d'abord celui qui empêche l'adversaire d'activer des cartes et des effets jusqu'à la fin de la damage step s'il combat. Et oui, c'est bien s'il combat, donc s'il attaque ou s'il est attaqué. Et vu que ça couvre jusqu'à la toute fin de la damage step, ça veut dire que s'il détruit un monstre au combat, celui-ci ne pourra pas activer son effet correspondant à cette destruction, ou à son envoi au cimetière en général par exemple. Et pour finir sur lui, son boost de 800 d'attaque est perdu à chaque fois qu'il quitte le terrain ou passe face verso, donc il ne revient pas plus fort à chaque fois qu'il est détruit, il revient toujours à 2800. Et d'ailleurs, s'il est invoqué ainsi et qu'ensuite on annule ses effets, il perd le boost. Revenons à présent sur la baleine cruelle, dont le premier effet dit de détruire une carte sur chaque terrain. Au vu de sa rédaction, on sait que l'on doit détruire absolument 2 cartes. Il faut donc qu'il y ait au moins une carte de chaque côté pour pouvoir activer l'effet, mais également pour pouvoir le résoudre avec succès. C'est 2 ou rien. Et quant à son deuxième effet, celui-ci peut être activé en damage step, puisqu'il booste l'attaque, mais pas à partir du moment où on atteint le timing durant le calcul des dommages. Et d'ailleurs je trouve sa rédaction assez perfectible,
il n'est pas forcément très clair que le monstre est boosté par rapport à sa propre attaque d'origine, et non par rapport au monstre qu'on a envoyé au cimetière. Enfin, ça, c'est jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on peut en fait envoyer n'importe quelle carte fourreur, et pas juste un monstre. Et effectivement, on comprend alors qu'on peut pas lui faire gagner la moitié d'attaque d'origine de Jarfroureur par exemple. Ça devient ainsi beaucoup plus logique que le monstre se booste par rapport à lui-même. Et finissons enfin en parlant du Kraken Fourreur, dont tous les effets sont des soft once per turn. C'est très pratique puisque ça veut dire qu'on peut envoyer un monstre au cimetière, puis utiliser Kraken comme matériel pour dans l'âme par exemple, puis le reborn et utiliser à nouveau cet effet. Ou alors ne pas réutiliser cet effet, et alors on pourra attaquer directement avec. Et oui, hein, c'est là aussi pas avec cette copie-là qu'on a activé l'effet la première fois, et donc du coup, vu qu'entre-temps la carte a quitté le terrain et est revenue, c'est une carte différente pour le jeu. De plus, si on en contrôle plusieurs durant la end step, les effets ne forment pas une chaîne. Chacun sera chaining 1 dans sa propre chaîne. Et parlons d'ailleurs des termes employés sur la carte au niveau des combats, pour savoir quand on peut ou ne peut pas activer tel ou tel effet, selon la façon dont le combat s'est déroulé. Son deuxième effet peut être activé même s'il a attaqué directement, puisqu'on considère qu'il a quand même combattu. Par contre, il faut en être arrivé jusqu'au calcul des dommages pour considérer qu'il a combattu. Si le combat s'est interrompu avant, c'est mort. Et n'interprétez pas tout ça de travers. Atteindre le calcul des dommages ne veut pas nécessairement dire infliger des dommages. Même si votre adversaire n'a pas pu recevoir de dommages de combat, Kraken aura quand même combattu. Et quant à son premier effet, c'est là que c'est plus subtil. Cet effet est activable en main phase 2, même s'il a déclaré une attaque directe, mais que celle-ci s'est interrompue avant le calcul. Donc que l'attaque a été annulée, ou qu'il y a eu un replay et qu'on est passé d'une attaque directe à une attaque sur un monstre. Mais bien sûr, ça ne marche pas dans l'autre sens, et ce pour les mêmes raisons. S'il a déclaré une attaque sur un monstre, puis qu'il y a eu un replay et que finalement ça s'est terminé en attaque directe, eh ben on ne pourra pas activer l'effet, puisqu'au final, le calcul des dommages s'est fait sur une attaque directe. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. C'était pas très long, mais c'est pas non plus l'archétype le plus compliqué du monde, même si j'ai pu découvrir quelques situations assez sympas en faisant mes recherches pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter pour me dire quels archétypes vous voudriez voir dans les prochains épisodes, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!